Les matchs du TFC à domicile en direct du stadium et en intégralité avec Jack, c'est sur Radio Montpaïs, RMP 91, en partenariat avec France Télécom. Les matchs du TFC à domicile en direct du stadium et en intégralité avec Jack sur le net foodefoot.over-blog.net et nulle part ailleurs. Les matchs du TFC à domicile en direct du stadium et en intégralité avec Jack, c'est sur Radio Montpaïs, RMP 91 et sur le net foodefoot.over-blog.net et nulle part ailleurs. Les matchs du TFC à domicile en direct du stadium et en intégralité avec Jack, c'est sur Radio Montpaïs, RMP 91, partenariat avec France Télécom. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Montpaïs, RMP 90 de la bande FM toulousaine. Jack au micro avec vous en cette fin d'après-midi, fin de samedi après-midi consacrée au foot sur Radio Montpaïs. D'ailleurs, les 2h30 qui arrivent vont être exclusivement consacrés au ballon rond, puisqu'à partir de 20h, nous suivrons en direct et en intégralité sur notre antenne le match TFC Évian-Thonon-Gaillard, 4e journée du championnat de France de Ligue 1. On va en parler de ce match TFC Évian avec nos spécialistes foot, Denis et Christophe, qui me rejoindront d'ici quelques instants. On reviendra avec eux sur le dernier match du TFC. C'était la semaine dernière à Bastia, une défaite 1-0 avec un penalty largement contestable et contesté. On va en parler, on parlera également des points positifs et des points négatifs de cette rencontre. Et puis on s'intéressera au bilan à l'extérieur du TEF, 2 défaites en 2 matchs. Est-ce que c'est inquiétant ou est-ce que Toulouse va rattraper le coup dès ce soir? On s'intéressera également à toute l'actualité du TFC, à commencer par le Mercato qui fermera ses portes lundi soir à minuit. Est-ce que le TEF doit encore recruter d'ici là, et si oui, à quel poste? On prendra l'avis de nos spécialistes, Denis et Christophe, ils nous donneront leur avis sur le Mercato du TEF. Est-ce qu'il est raté? Que faut-il faire des joueurs comme Furman, Amada, Roman, Régatin? Faut-il les conserver ou faut-il les faire partir? On parlera aussi de ce qui s'est passé cette semaine pour les Violets. Wissam Ben Yedder qui n'a pas été sélectionné avec les Bleus. Est-ce que c'est un choix justifié selon nos spécialistes? On en parle. On parlera également de la politique du club envers ses supporters, notamment au travers de la soirée des abonnés. Et puis les petits à côté, un petit mot de la touche d'humour d'Alain Casanova cette semaine. L'Ice Bucket Challenge, ça fait le tour des réseaux sociaux. Vous le verrez au CFC. Vous pouvez également le voir sur notre blog foodefoot.over-blog.net, foodefoot.over-blog.net. On en parle avec eux. Est-ce que c'est ridicule ou est-ce que c'est fun? Et puis, évidemment, dans la dernière partie de cet avant-match, on s'intéressera à l'adversaire du soir, l'Évian-Thonon-Gaillard, et le fantasque entraîneur que perso j'adore, Pascal Duprat, qui sans doute nous fera encore quelques petites déclarations fracassantes à l'issue du match. Avant cela, on reviendra sur le parcours de l'Évian-Thonon-Gaillard, qui est lanterne rouge cette saison. On verra leurs forces et leurs faiblesses, les individualités à suivre, le système de jeu, et puis on s'intéressera également au TFC, privé de nombreux joueurs. Ce soir, on vous en parle, les clés du match, le prono arrive également dans cette émission, dans cet avant-match qui s'ouvre juste après ça. Les matchs du TFC à domicile en direct du stadium et en intégralité avec Jack, c'est sur Radio Montpaïs, RMP 91, en partenariat avec France Télécom. Les matchs du TFC à domicile en direct du stadium et en intégralité avec Jack sur le net foodefoot.over-blog.net et nulle part ailleurs. Les matchs du TFC à domicile en direct du stadium et en intégralité avec Jack, c'est sur Radio Montpaïs, RMP 91 et sur le net foodefoot.over-blog.net et nulle part ailleurs. Les matchs du TFC à domicile en direct du stadium et en intégralité avec Jack, c'est sur Radio Montpaïs, RMP 91, partenariat avec France Télécom. Et l'avant-match s'ouvre maintenant avec nos spécialistes foot que j'accueille. Denis, salut Denis. Salut Jack, salut à tous. Également avec nous Christophe, salut Christophe. Salut Jack, salut Denis, salut à tous. Alors ce soir, on va parler de cet avant-match de cette rencontre Toulouse-Évian-Thonon-Gaillard que nous suivrons dans 1h11 en direct intégral sur notre antenne. C'est précis, et oui, on est les seuls d'ailleurs à consacrer 3h30 de programme au TFC, on peut le dire au monde, et on en est plutôt fiers. On va revenir avant cela sur les
dernier match du TFC, notamment la semaine dernière, la défaite à Bastia, à Furiani, il faisait beau et pourtant Toulouse s'est incliné 1-0 avec un penalty très contestable. D'ailleurs, on va revenir en premier là-dessus. Denis, est-ce que ce penalty, si tu avais été arbitre, tu l'aurais sifflé? C'était totalement involontaire de la part du pauvre Moubangé qui n'en demandait pas tant. Alors déjà qu'il a du mal un petit peu à rentrer un petit peu dans le rang concernant l'effectif violet. Là, il y a ce coup de poker qui lui arrive en pleine poire, ou plutôt en pleine main gauche. Bon, effectivement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Tout de même, on va pas s'éterniser sur ça. Penalty pour moi, il n'y avait pas penalty. C'est mon avis, il n'engage que moi. Mais l'arbitre de la rencontre en a décidé autrement. Ça cache un petit peu la forêt, une forêt qui était quand même plutôt hivernale, on va dire. C'était pas très feuillu pour ce qui était du jeu du TEF à déplacement à Furiani ou à Manchesari plutôt. Ouais, on va y Même... revenir juste sur le penalty. Je voudrais ton avis, Christophe. Est-ce que tu penses aussi que est-ce que c'était sifflable d'après toi ou c'est une Ah, nouvelle injustice, hein? Il y a des pénaltys beaucoup plus litigieux qui n'ont pas été sifflés par des arbitres en Ligue 1 avec la main décollée du corps, comme on dit. Mais là, on voit très bien nettement que la main est dans le dos. On peut pas plus coller le bras sur le flanc, donc je vois pas où il y a pénalty à partir du moment où c'est le ballon qui va vers le bras et pas l'inverse, comme on dit. La règle est bien précise, il faut que la main ou le bras soit décollé et aille vers le ballon. Exactement. Là, c'est Ouais. absolument pas le cas. Et c'est pour ça que moi je comprends pas la décision de l'arbitre. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des pénaltys beaucoup plus litigieux que ça qui n'ont pas été sifflés. Et là, pour le coup, bon, j'espère que ça va pas se répéter trop souvent, que ce soit pour le TFC ou d'autres équipes, parce que là, véritablement, il faudra une bonne fois pour toutes mettre une règle bien précise, bien déterminée pour cette histoire de main avec la main et le bras collés au corps ou pas, parce que bon, ça va fausser trop sinon de données et trop donner de points ou en enlever à des équipes qui la méritent ou qui la méritent pas. C'est vraiment un problème parce que ça a du coup faussé tout le match et le résultat final. Ouais, moi je comprends quelque part Monsieur Moreira parce que c'est vrai que comme tu le disais, c'est collé au corps, mais il y a un petit mouvement de Moubanji. Alors on sait pas, il semble aller vers le ballon. Je pense que c'est aussi peut-être un petit peu ça, puisqu'il le touche vraiment de l'épaule. Voilà, dans le feu de l'action, c'est sûr qu'après avec les ralentis, on se fait une autre idée. Mais voilà, sur cette action, il y a quand même ce petit geste de Moubanji qui, voilà, il voit que le ballon va au but, il a toujours quand même ce réflexe d'essayer de le toucher. Alors sans doute, il voulait l'amortir dans la poitrine. Malheureusement, ça arrive sur le bras. Oui, ça va trop vite. C'est ça le problème. Après, derrière, ce penalty qui est sifflé quand même relativement tôt dans la partie, puisqu'il intervient à la 24e minute. Derrière, Toulouse qui ne réagit pas vraiment. Denis, tu parlais d'arbres qui cachaient la forêt, d'une pauvreté du jeu toulousain. C'est clair que, très honnêtement... à part le tir trop croisé de Wissam Ben Yedder en première période qui n'a pas trop inquiété Alphonse Areola et une demi-occasion, on va dire, de Martin Braithwaite en deuxième période conjuguée à une frappe un petit peu mollasson au loin de J.D. Akpro, qui a peut-être été le meilleur Toulousain en cette soirée très pleutre, je dirais. Moi, j'aurais mis Grigor aussi, Dragos Grigori qui a fait lui une tête pour le coup cadré, qui a failli terminer au fond des pieds. Grigoré, c'est vrai, oui, Ouais. j'oubliais ça, mais après, c'est vrai que ça a été des occasions trop rares pour un match où le TFC n'a jamais pu être combatif à Manchesari, battu dans la combativité, je dirais, puisque les gilets, les bas, les Riyad Boudbouz et autres Skilacci derrière ont largement fait chanter les crampons de 16, si je peux dire, battu dans l'engagement, physiquement, dans l'envie aussi. J'ai pas trouvé un TFC en mode couteau entre les dents, qui est ce qui avait été le cas contre Lyon la semaine auparavant. Donc vraiment un petit problème, je dirais, d'attitude globalement. Et puis tactiquement, j'ai l'impression que la blessure de Guido a complètement faussé les cartes du côté du TFC. Pour avoir perdu son régulateur et son métronome en milieu de terrain, et la confirmation malheureusement que Regatin n'arrive pas à trouver, je dirais, la juste mesure de son football en ce début de saison. Il est nul.
Voilà, il est sympa, on l'aime beaucoup, mais il est nul. C'est vrai qu'à ce moment, Régatin, on l'avait vu au premier match face à Nice, il avait été transparent. Là, il a été aligné la semaine dernière, comme tu le disais, parce que Dido s'est blessé le vendredi à l'entraînement. Donc du coup, d'ailleurs, il sera pas présent non plus ce soir, puisqu'il se remet et il ne peut pas tenir sa place. Donc on devrait encore voir Régatin, à moins que Panchi Siriek soit enfin titularisé, parce que sinon, je me demande qu'est-ce qu'il fait sur le banc. On en parlera dans quelques instants. Mais et la semaine d'avant, face à Lyon, Alain Casanova, n'ayant pas été satisfait de la prestation de Régatin à Nice, l'avait mis sur le banc des remplaçants au coup d'envoi, et on avait vu la grosse différence avec Trero qui l'avait suppléé. Donc c'est vrai que Régatin est passé au travers de cette rencontre. Mais on en parlait en off en préparation de cette émission. C'est vrai que Régatin est aussi victime de son petit gabarit. Dès qu'il est à la lutte avec un défenseur, il prend un coup d'épaule, il se retrouve le nez dans le gazon après avoir fait 14 roulades à la Mathieu Valbuena. Voilà, et le problème c'est que du coup on peut pas mener de contre-attaque. On l'a vu face à Lyon à un moment quand il se fait bousculer par Jallet qui touche pas Régatin, qui met le pied sur le ballon, mais le fait de contrer le ballon, Régatin passe par-dessus, résultat, l'arbitre arrête logiquement le jeu, même s'il y a un coup franc en faveur de Toulouse. Derrière, le problème c'est que le bloc a le temps de se replacer, la défense se remet en place, et comme malheureusement les coups de pied arrêtés c'est pas vraiment tout à fait notre fort, hormis l'exploit de Ben Yedder face à Lyon il y a 15 jours à la 46e minute, hormis ça, derrière on est en difficulté, on peut pas aller vite en contre, et puis en plus techniquement même c'est pas ça aussi. Régatin en ce moment il s'en mêle, il a confondu son pied droit et son pied gauche. Malgré tout, quel point positif est-ce qu'il y en a déjà, Christophe, on peut tirer de ce match à Bastia? Est-ce qu'il y a des points positifs? De servir de match référence à ne pas beaucoup reproduire justement, quoi, avec toutes les faiblesses dont vous avez parlé avec Denis. Et puis je vais dire quand même que le résultat tient à un fait de match sur une décision contestable. Donc ce qui peut-être pas très consolant, pas très rassurant, mais parce qu'évidemment il n'y aura pas forcément d'autres situations comme ça, mais c'est sûr que peut-être qu'un match nul ça aurait été un moindre mal, mais avec cette décision de l'arbitre, finalement c'est une défaite. Donc c'est pas vraiment un match à conserver dans les mémoires, et justement il faudra qu'il serve de modèle pour justement éviter à l'avenir des choses qu'ils pourront justement voir en vidéo et rectifier plus tard, améliorer justement en se basant sur ce match. Ouais, parce que on va dire c'est le point positif en gros, c'est de se dire que c'est comme tu le disais, le genre de prestation à pas reproduire. On prend le problème à l'envers. Ouais. On se base dessus pour modifier les choses, améliorer. Voilà, et moi ce qui me dérange, c'est que on a certains ont parlé d'état d'esprit retrouvé, notamment Régatin, Casanova aussi, on a rien à se reprocher. Ça me dérange un petit peu. À côté, Braithwaite disait qu'ils avaient un petit peu manqué de rage, d'ambition dans le jeu. Contre Nice, c'est pareil, quoi. Ils mènent 2-1 et puis ils arrêtent de jouer. Ben Yedder l'a bien dit, il était énervé, il avait la rage parce que véritablement ils ont laissé filer le match. Ouais. Là encore une fois, peut-être contre Bastia, c'est vrai, peut-être qu'avec un petit coup d'accélérateur supplémentaire, peut-être qu'il y a eu des opportunités qui seraient apparues, mais c'est vrai que l'état d'esprit n'y est pas pendant 90 minutes, ouais, c'est vrai. Ouais, on a vu quelques bonnes séquences avec notamment Akpa, avec des tentatives de combinaison avec Trero aussi. On parlait de satisfaction avec Grigoré aussi lorsqu'il est passé axial en lieu et place de Spaik qui s'est blessé. Donc du coup, je trouve qu'il est plus à l'aise dans ce rôle d'axial central plutôt que d'axial gauche ou droit selon les besoins, où il n'est pas spécialement très très à l'aise. Un autre point positif, peut-être Aguilar en deuxième période qui a mis quelques accélérations. Alors lui aussi, il est revenu tardivement de la Coupe du Monde, on en a déjà parlé dans l'avant-match face à Lyon. Il n'est pas encore à 100%, donc ça sent qu'il est un petit peu à la peine et que quand il sera en Cannes, ça ira mieux, enfin qu'il aura retrouvé la plénitude de ses moyens, ça ira. Mais c'est vrai qu'après les points positifs, on peut les compter sur les doigts de la main.
sans compter que Zachary Boucher a été une nouvelle fois obligé de sauver la baraque sur notamment 2 frappes très dangereuses des Bastiers qui auraient pu et qui auraient dû finir au fond des filets sans l'intervention du portier toulousain. Après, est-ce qu'il y a d'autres points positifs que ce que je viens d'évoquer, Denis, d'après toi, ou pas? Non, je vais plutôt compléter ce que tu viens de dire. Zachary Boucher qui commence peut-être, même si je suis toujours un petit peu sceptique quant à son niveau sur le long terme, on va dire. D'ailleurs, il a été sélectionné pour en équipe de France Espoir. Mais on a l'espoir qu'il soit meilleur, c'est sûr. Non, mais les espoirs font vivre, mais Boucher peut-être qui commence aussi à sortir non pas des matchs références, mais qui commence à être de plus en plus sûr et il a sorti quelques parades qui nous avaient pas habitués, du moins la saison dernière, donc ça prend un petit peu en maturité globalement, il faut le dire. Je le trouve en tout cas meilleur globalement, hein, même si puis, je sais pas encore la sécurité sociale peut-être. Après, peut-être des actions d'Aguilar qui ont été assez intéressantes en deuxième période. Akpro que j'ai trouvé aussi assez intéressant, solide sur son couloir droit, même s'il a fait un match relativement discret par la suite. Et Grigoré, Bah lui aussi, peut-être pour le plus intéressant d'Axial, oui. Mais après, c'est ce qui m'a un petit peu fait grincer des dents, c'est ça a été le cas à Nice, ça a été le cas à Bastia. C'est notre manque d'agressivité flagrant au cours de la deuxième période pour faire pencher le match en notre faveur. Là où en face à des équipes qui jouent presque le match de leur vie, c'est vrai que dans le rôle d'aboyeur, menant de troupe, à part Aguilar, Braithwaite et à degré moindre Wissam Ben Yedder, un peu discret à Fouillani, peut-être qu'il avait la tête un petit peu ailleurs, ça peut arriver. Surtout qu'il y a pas mal de spéculations autour de lui, mais c'est vrai que pour les autres, c'est un petit peu mou du genou, quoi. C'est peut-être un problème de leadership. On va en parler justement dans la deuxième partie avec notamment dans la troisième avec le capitana d'Aguilar. Ce sera une des questions qu'on se posera ce soir. C'est vrai que ça manque de leadership. On en dira plus tout à l'heure sur cette ligne de 4 voilà, entre Akpa, Regaten, Trero et Silla. Il n'y a pas vraiment de leader, même quand il y a Dido, quand il y a Mathéus, c'est pas, il y a d'un côté des jeunes, de l'autre des joueurs qui viennent d'arriver, certains n'ont c'est pas spécialement non plus la nature d'être des leaders, donc c'est vrai qu'il nous manque un Chantôme qui l'an dernier pouvait taper du poing sur la table. On va y revenir dans quelques minutes là-dessus. On va terminer cette première partie avec ces 2 défaites en 2 matchs à l'extérieur. Alors je regardais aussi Toulouse quand même, on flattait le parcours à l'extérieur la saison dernière, mais attention parce que Toulouse n'a plus gagné à l'extérieur depuis la 29e journée, c'est-à-dire le 15 mars. Ça commence à dater, même si entre-temps il y a eu les grandes vacances d'été, mais c'est vrai que Toulouse n'a plus fait de résultats, n'a plus ramené les 3 points d'un déplacement depuis le 15 mars, depuis la 29e journée à la saison passée, et on est reparti sur les mêmes bases de défaites, puisqu'on avait quand même terminé le championnat avec 3 défaites consécutives à l'extérieur. C'était à Sochaux la 33e, à Montpellier la 35e et à Guingamp la 37e. Là on est sur 5 défaites consécutives à l'extérieur. Est-ce que ça vous inquiète, Christophe? Est-ce que tu te dis, l'an dernier on a acquis notre maintien à l'extérieur, cette année si on commence par perdre nos rencontres face à des adversaires qui sont pas non plus des foudres de guerre et qui sont pas imprenables chez eux, est-ce que ça peut être inquiétant sur le long terme? Qu'est-ce que t'en penses? Le contexte est différent, c'est une nouvelle saison. L'année dernière, c'est sûr que personne ne s'attendait à autant de résultats à l'extérieur du TEF. Même Toulouse n'en demandait pas tant. C'est sûr qu'il y aurait pu y avoir un meilleur classement si les prestations à domicile avaient été meilleures. Donc là, je dirais que c'est pas trop inquiétant à partir du moment où il y a que 2 rencontres. Il y a eu peut-être les grandes vacances, il y a eu puis c'est pas fini, il y a encore des changements qui peuvent encore intervenir.
des pièces maîtresses dans d'autres équipes qui peuvent partir, il les affaiblit au contraire de se renforcer. Au TFC, peut-être qu'encore il y a d'ici aussi, même avec le mercato d'hiver et la deuxième partie du championnat, des possibilités. Donc je pense pas que ce soit trop inquiétant parce que ça fait que commencer. Il a manqué de l'agressivité contre Nice, aussi contre Bastia, il a fait 2 matchs, donc bon voilà, c'est pas aussi 3-0 perdu comme la saison dernière contre Valenciennes qui finalement allait être relégué. Et puis on n'a pas le même calendrier que la saison dernière avec tous les gros dans les 10 premières journées, donc je pense qu'on a le temps de voir le véritable niveau du TFC à l'extérieur très rapidement, parce qu'il va y avoir 2 déplacements consécutifs aussi à Saint-Etienne et Marseille ou après le PSG, je crois. Donc moi je dis qu'on fait véritablement un bilan, que ce soit à domicile et à l'extérieur, à partir de la 10e journée, à partir du quart du championnat. Bon, écoute, là, pour l'instant, je dirais pas que c'est très préoccupant, même si on cumule les défaites l'année dernière, tout simplement à partir du moment où il y avait le maintien, les joueurs se sont arrêtés un peu de jouer, donc on peut pas forcer plus que ça à l'extérieur. Et par contre, dans le courant de la saison, oui, ils avaient fait des résultats parce qu'ils étaient conscients quand même des points qu'il fallait obtenir, mais ils n'arrivaient pas paradoxalement à s'imposer à domicile. Cette année, ça va peut-être être pour faire plaisir aux supporters l'inverse. oui. Peut-être faire beaucoup plus de prestations à domicile, mais moins par contre à l'extérieur. Si on en était sûr, on serait pas contre, parce que comme tu le disais, on est les premiers supporters du TEF au stadium, donc c'est vrai qu'on a envie de voir l'équipe gagner vraiment beaucoup plus à domicile qu'à l'extérieur, mais c'est pas pour autant qu'il faudra négliger par rapport à l'extérieur. C'est vrai que si on a le choix, on préfère vivre les victoires dans les tribunes plutôt que devant la télé le samedi soir, c'est sûr. Mais bon, Denis, est-ce que toi ça t'inquiète cette mauvaise série, 5 défaites consécutives, on le rappelle, à cheval sur la saison dernière, sur cette saison, à l'extérieur, est-ce que tu es plutôt comme Christophe à dire on fera un bilan à la 10e journée? La 10e journée c'est mi-octobre, voilà, il y aura un déplacement à Marseille et juste avant de recevoir Lens, on refera ce bilan, tiens. Non, je suis d'accord avec Christophe. Tout simplement, c'est un peu trop tôt. Nous ne tirons pas encore d'enseignement par rapport à cette mauvaise série encore à l'extérieur. Effectivement, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, le maintien était acquis. On a terminé la saison en roue libre. Donc bon, je pense que même si on aurait pu faire mieux, ça compte désormais pour du beurre. Ce n'est que pour la postérité, entre guillemets. La saison dernière, n'oublions pas qu'on avait pris une pilule à Valenciennes 3-0, qu'on avait perdu également à Fouriani 2-1, alors qu'on jouait à 10. À l'extérieur, on avait mal commencé également la saison dernière. Ouais. Il y a un nul à Monaco. Oui, voilà, un nul à Monaco où, bon, oui, Abdenour a fait un gros match, etc., etc. Mais bon, en face, on avait fait opération en face, c'était Valère Germain et Falcao qui avaient pratiquement raté toutes leurs occasions. Et puis on avait fait opération Fort Knox aussi, il faut le dire, hein, du côté du TEF. Ah, mais si on aurait pu jouer à 10 dans les buts, on l'aurait fait, quoi. Donc bon, ça avait été un point précieux, mais on avait commencé de manière assez timide à l'extérieur également. Je partage l'avis de Kiki, c'est-à-dire attendons la 10e journée, mi-octobre, pour vraiment avoir un certain recul et une analyse sur la saison. Pour moi, peut-être le problème est ailleurs, sans vouloir avoir trop de hauteur sur le débat. La question mérite d'être posée. En tout cas, moi, je serais plus inquiet sur plus une question d'équilibre de l'effectif plutôt qu'un ratio extérieur et match à domicile concernant le TEF. On va pas en venir. D'accord, bah écoute, on rouvrira ce débat. C'est vrai que la saison dernière, pour se rappeler, donc Toulouse, vous l'avez dit, avait très mal démarré à l'extérieur. En plus, il y avait 4 matchs à l'extérieur sur les 3 premières journées. À l'issue de ces 4 rencontres, à l'issue du mois d'août, on était 19e à ce moment-là. Et après, si on se replace au moment de la 10e journée, donc mi-octobre, on s'était positionné à la 9e place. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a peut-être le temps de apprendre avant d'analyser ces défaites, mais malgré tout, moi ce qui me dérange, c'est plus vraiment, comme on l'a dit, sur la forme. À la limite, on perd, mais on y va vraiment, on est battu par plus fort que soi. Là, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai vu des équipes, que ce soit Nice ou Bastia, largement prenables, qui étaient
vraiment même un ton en dessous du TFC, mais qui ont su saisir leur chance, qui ont été tout simplement plus opportunistes, qui ont été meilleurs et qui avaient surtout davantage envie de l'emporter que Toulouse. Et c'est ça, moi, qui me gêne. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, on est en déplacement, comme disait Christophe, on a envie de faire mieux à domicile, donc allez, on y va parce qu'il faut y aller, mais on verra si les circonstances de jeu sont favorables, on fera le forcing. Voilà, quand on mène 2-1 à Nice, on n'a pas le droit derrière d'en encaisser 3 en deuxième période, c'est ça le problème. Et à Bastia, on est mené à la 26e sur un penalty ultra injuste, comme vous l'avez signalé. Dans ces cas-là, à la mi-temps, on s'arrache, on se reparle, on se motive et on se dit, voilà, ça va nous galvaniser. Au lieu de ça, j'ai l'impression que ça abat. Et c'est ça le problème de ce TFC à l'extérieur qui semble être ne pas avoir les ressources mentales. Moi, très honnêtement, ça m'inquiète un petit peu. On va terminer cette première partie là-dessus avec la petite stat qui fait pas plaisir. Ce soir, le TFC 17e à l'extérieur. Bon, on l'a dit, c'est pas très, c'est parlant. Mais la saison dernière, sur les 3 relégables, ils étaient dans les 4 derniers à l'extérieur. Ajaccio était lanterne rouge à l'extérieur, Sochaux aussi, et Valenciennes était 17e. Et ces 3 équipes ont filé en Ligue 2. Donc, attention, ne pas négliger l'extérieur. C'est bien de gagner à domicile, c'est bien de prendre des points. Il faut confirmer ce soir, mais il faut quand même pas totalement laisser les matchs comme ça a pu être malheureusement le cas à Nice et à Bastia. On tire un petit peu le signal d'alerte. On appuie un petit peu sur l'alarme quand même pour ces 2 défaites consécutives et surtout les 5 à cheval sur les 2 saisons. On conclut cette première partie là-dessus. On va prendre une petite respiration et juste derrière, on va parler encore du TFC avec le Mercato des Violets sur Radio Montpellier, c'est un P90 de la bande FM toulousaine et sur le blog footdefoot.over-blog.net. À tout de suite. Les matchs du TFC à domicile en direct du Stadium et en intégralité avec Jack, c'est sur Radio Montpellier, RMP 91, partenariat avec France Télécom. Les matchs du TFC à domicile en direct du Stadium et en intégralité avec Jack sur le net footdefoot.over-blog.net et nulle part ailleurs. Les matchs du TFC à domicile en direct du Stadium et en intégralité avec Jack, c'est sur Radio Montpellier, RMP 91 et sur le net footdefoot.over-blog.net et nulle part ailleurs. Les matchs du TFC à domicile en direct du Stadium et en intégralité avec Jack, c'est sur Radio Montpellier, RMP 91, partenariat avec France Télécom. C'est la suite de l'avant-match sur Radio Montpellier, RMP 90 de la bande FM toulousaine dans moins de 50 minutes. Le coup d'envoi de cette 4e journée de Ligue 1, Toulouse-Evian Thonon-Gaillard. Alors peut-être vous êtes en train de nous écouter en vous rendant au stadium, en vous préparant à suivre cette rencontre. On en parle jusqu'à 19h45, 19h50 avec nos spécialistes foot, STFC, Denis et Christophe qui sont toujours à mes côtés. On va s'intéresser pour cette deuxième partie au Mercato des Violets. Alors, est-ce que Toulouse, on rappelle le Mercato ferme lundi soir à minuit, est-ce que Toulouse doit encore recruter et si oui à quel poste? Un gardien pour suppléer éventuellement Zachary Boucher, un milieu pour pallier le départ de Clément Chantôme, un défenseur pour faire face aux blessures en cascade, Spajic et Veskovac notamment. Denis, est-ce que si tu avais le carnet de chèques du TFC et quelques contacts, tu t'activerais d'ici lundi soir et pour quel poste? Oui, je m'activerai. Je regarde un petit peu par ordre de priorité ce qui est important dans l'équilibre du jeu du TFC en jouant en 3-5-2. Pour moi, il y a urgence en milieu de terrain, c'est la première des choses parce que, comme je l'avais dit lors des précédentes émissions, et nous étions d'accord toute l'équipe, un gars comme Clément Chantôme n'a pas été remplacé. Ouais. Pour l'instant, parce que c'était le taulier à milieu de terrain, plus que Dido, plus qu'Aguilar, je dirais, parce qu'il avait une touche technique supplémentaire que les 2 autres joueurs n'ont pas, selon moi, en termes d'orientation de jeu et de coffre. C'est un cran au-dessus, même si Aguilar et Dido restent des joueurs clés, des joueurs majeurs
au TFC et font partie du haut de panier de la Ligue 1, mais il y avait une plus-value, comme on dit dans le monde de l'entreprise et pour bien d'autres choses, avec l'apport de Clément Chantôme qui est reparti au Paris Saint-Germain depuis et qui est en instance de départ, mais où on n'en sait rien. On aimerait faire revenir au TEF, mais je pense que la perspective d'avoir une chambre d'hôtel en plus place Wilson pendant un an ne le séduit pas trop, et il a dû avoir quelques querelles en interne l'année dernière, quelques mises au point avec coach Casanova qui n'ont peut-être pas dû trop passer jusqu'au plus haut sommet de la pyramide du TFC pour avoir un joueur qui avait une petite, non pas une rébellion, mais qui a été peut-être un petit peu trop fort en gueule. Enfin, bon, oui, il s'était, pour resituer l'affaire pour nos auditeurs, il s'était tout simplement plaint du manque d'ambition du TFC qui pouvait viser l'Europe, Toulouse qui était à 3-4 points à un moment de la 5e place, et qui finalement ne s'était pas vraiment bougé pour essayer d'avoir l'Europe, et donc du coup ça avait un petit peu, il s'était plaint de ça, et coach Casa l'avait remis dans ses 22, il avait recadré juste par rapport à Chantôme. L'an dernier c'est 27 matchs pour lui, 2 buts, 3 passes décisives, et si on prend à côté Étienne Didot, les stats, 33 matchs, 1 but, 2 passes décisives. Didot qui a été également plus averti, 7 jaunes contre 4 pour Chantôme, même si Chantôme a l'avantage au niveau des cartons rouges, il en a pris un, et à côté voilà, quand on voit aussi les autres stats, par exemple Trero qui a fait 32 matchs malgré tout entre titulaire et remplaçant, 2 buts et une passe décisive, c'est léger. Regatin 20 matchs, lui c'est 0 sur toute la ligne, pas de but, pas de passe, pas de carton, rien, voilà. C'est exactement ça, Jack. Et puis bon, gardons les choses un petit peu en face. On essaie de le faire au maximum lors de nos émissions. On regarde qui on a en milieu de terrain. Donc Chantôme qui est parti. Ouais. Didot qui est blessé. Donc le mec, bon, il a 31 ans. Et qui fera pas voilà, donc il fera pas forcément tous ses matchs. Et je souhaite vraiment qu'il soit en Cannes, le lutin de Paimpol. Mais bon, ça fait quand même déjà 7 saisons qu'il est au TEF, qui parcourt en long, en large, en travers les pelouses de Ligue 1 et de Navarre avec la casaque violette sur le paletot. C'est normal qu'à un moment donné, t'as le physique qui flanche un peu. Oui, surtout que Didot, c'est pas une force de la nature. Voilà, il est solide, mais c'est pas, voilà, il fait 1,75 et 65 kilos. C'est-à-dire, il est, comme tu disais, 31 ans depuis le 24 juillet. Le problème, c'est que voilà, il fera pas. Si on regarde un petit peu ses matchs depuis quelques saisons, hormis il y a 2 saisons où il avait fait il est même pas une saison complète. Je l'ai même pas à 38 matchs sur l'ensemble de sa carrière. Mais bon, c'est vrai qu'il y a 3 ans, il avait pu faire que 23 matchs. Je sais pas si vous vous rappelez, entre 2011 et 2012, et il nous avait grandement manqué. Il y a 2 ans, il a fait 36. La saison dernière, 33. Là, on est parti déjà, on n'atteindra pas évidemment le quorum des 38 puisqu'il en a déjà raté 2 en comptant celui de ce soir. Voilà, on le sait très bien, et puis en plus il y avait une petite brouille aussi avec Alain Casanova, il faut se le rappeler. L'an dernier il a failli partir au mercato d'hiver, donc il a pas non plus à certains moments toute la confiance du coach, qui n'avait pas hésité à le mettre sur le banc. Il a refusé le capitanat aussi cette année, il faut pas l'oublier. Voilà, donc le cas Didot, c'est plutôt un joueur sur la pente descendante que sur une constante. Après, autre joueur au milieu de terrain, on en a aussi parlé. Bon, Aguilar est à la récup. Là, on s'intéresse vraiment au milieu créateur. Oui, au milieu créateur, au milieu de passeur, exactement. On a vu clairement que Adrien Regatin n'avait pas les épaules et ni le sens du jeu, malgré des qualités évidentes. Mais bon, c'est plus un joueur de 4-4-2, de côté de percussion, plutôt qu'un milieu créateur. Ça, c'est clair que il y a un gros déficit à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est comme si tu mettais un barracuda dans un tout petit aquarium où tu mets d'habitude des petits poissons rouges, quoi. Tu vois, le mec, il respire pas et ça finit directement sur le carrelage, cette affaire, quoi. Tu vois, donc bon, ça, pour l'instant, tout porte à croire que Regatin en 8 ou en 10, ça fait pas trop l'affaire, on l'a vu suffisamment malheureusement. Puis Trero, alors je m'en réfère à l'article, très bon article d'ailleurs du
du site lesviolets.com, fait par un des rédacteurs, je crois que c'est le responsable de rédaction, qui disait que en lettre ouverte aux dirigeants toulousains que Trero, il a fait sa passe décisive, il en fait une par an, ça y est, basta quoi. Non, là j'ai trouvé un petit peu injuste. Non, franchement, j'ai trouvé un petit peu injuste parce que c'est vrai que c'était la saison dernière, ça. Mais ouais, Trero, je pense que voilà, il avait besoin aussi de s'adapter. Après, oui, l'an passé aussi, il a été quelque peu voilà, contesté à juste titre, parce que c'est vrai que moi ce qui me dérange, c'est pas ce décisif, c'est plutôt ses frappes, parce qu'on en avait parlé dans nos flops de la saison dernière. Les frappes chez Trero, c'est pas son truc, on l'avait encore à Bastia la semaine dernière, on l'a vu face à Lyon, on l'a commenté ensemble. Voilà, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. La saison dernière, Trero, il avait, comme je le disais, il avait participé à 32 journées, dont 23 comme titulaire. C'est vrai que sur les passes décisives, une seule, encore, voilà, même si on peut considérer celle face à Marseille l'an dernier au Stadium comme une avant-dernière passe décisive, voilà, parce qu'elle était belle l'ouverture pour Braithwaite. Mais voilà, moi je suis beaucoup plus optimiste cette saison pour Trero. Ah, mais il a intérêt justement que l'an passé, voilà. Pour d'avoir une marge de progression, et pour l'avenir du TFC, sa bonne tenue en Ligue 1, on a tout intérêt d'avoir un Oscar Trero sur la pente ascendante, c'est-à-dire combatif, un Oscar Trero qu'on a vu contre Lyon par exemple, avec un volume de jeu beaucoup plus important, une passe décisive pour JD Akpa-Pro, parce que sinon, si Dido, on en a parlé, si Trero reste médiocre, on va dire, s'il retombe dans ses travers de la saison dernière, on est plus qu'à poil en milieu de terrain, parce que Siriex avait 34 piges, ça restera ni plus ni moins qu'un joker. Voilà. Et encore, on l'utilise pas en ce moment. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est qu'à la limite, quand la semaine dernière Dido a déclaré forfait le vendredi soir, moi, perso, j'aurais été le coach du TEF, je titularisais directement Panchi Siriex. C'est-à-dire un gars qui va au charbon, qui est solide, qui a l'expérience, comme tu disais, qui du haut de ses 34 ans maintenant ne peut peut-être pas faire une rencontre ou une saison entière, mais au moins qui va y aller, qui va se dépouiller, parce que c'est vrai que Trero aussi a ce petit souci de récupération, et c'est pas un joueur qui va les percuter, à l'inverse l'an dernier du profil de Clément Chantôme ou d'un Serge Aurier, qui allait vraiment au mastic, c'est-à-dire qui avait pas peur de mettre les pieds, quitte à prendre des coups, mais qui y allait. Trero n'y va pas vraiment, et Regatin non plus. Donc ouais, on l'a vu, le milieu de terrain pour toi c'est la priorité. Oui. Christophe, une recrue, oui, clairement. Est-ce que tu voudrais toi aussi une recrue au milieu de terrain, au milieu créateur, ou tu préfères un défenseur, un gardien ou un attaquant, qui sait? Moi je suis assez d'accord pour recruter au milieu de terrain, d'autant plus que en défense, si il y a des absences, on peut toujours se rabattre, se replacer à milieu justement en défense, comme on l'avait vu avec Étienne Capouille, parce qu'il s'était reconverti défenseur axial, c'était le cas dans certains matchs. Ouais, Aguilar peut tenir son rôle. Aguilar, voilà, ça peut arriver. Donc oui, un petit milieu supplémentaire. Et par contre, moi, je serais plus pour un attaquant, parce que si Ben Yedder malheureusement partait, on ne sait jamais, mais enfin là, à mon avis, quand même. Il faudra que le sac soit gros. Ça serait vraiment un coup très très gros et pas très sympa même pour le TF, parce que quand on partit à un moment où on peut plus le remplacer, ça serait vraiment pas très délicat de sa part, mais ou alors s'il se blesse pour une longue période, et Braithwaite aussi, il n'y a plus personne. Quoi, il y a quand même Florian David, Sana Zaniou et Amadou Soukouna. Oui, c'est sûr. Ouais, justement, Alexandre qu'on a vu la semaine dernière, franchement, moi il me rassure pas ce jeune. Mais je préfère quand même si c'est pas un avant-centre, mais au moins un numéro 10, un créateur ou un finisseur à l'occasion, quitte à changer le système, passer enfin en 4-4-2 ou en 4-3-3. Avec un seul attaquant là, ce compte-là. De toute façon, si Ben Yedder partait, faisant du foot fiction, si Ben Yedder partait, comme Casanova nous rebat les oreilles depuis 15 mois qu'il a mis en place ce 3-5-2 en disant que c'était un système qu'il a mis en place pour Ben Yedder, si Ben Yedder s'en va, logiquement, il abandonne ce 3-5-2. Ouais.
S'il est un petit peu logique avec lui-même et avec nous. Ouais. Et moi, je passe en Voilà. 4-3-3. Voilà. Non, mais moi, 4-1-4-1 ou carrément la révolution, passer en 4-3-3 avec un seul attaquant. non, mais moi, Et deux latéraux. Je Non, le vois mais- pas comme ça, non. oui. Non, enfin, Et puis moi, très honnêtement, si Ben Yedder s'en va ou se blesse, je me persuade à dire, ça fait longtemps que je le dis, que je mettrais Regatin en avant-centre. Ils ont le même, Oui, pourquoi pas, ouais. Ça gabarit. depuis Voilà. longtemps, ouais. il Alors, s'est cadré. Voilà, il s'est cadré, Voilà. il s'est fait. Il peut pas faire le jeu, mais il s'est cadré. ça, Voilà, c'est un Ben Yedder Canada Dry, mais au moins c'est une solution de rechange. On voit par exemple à Saint-Etienne, quand il manque un attaquant devant, il n'hésite pas, Galtier, à foutre un Mouma, par exemple, Oui. qui est pas spécialement le buteur type, mais qui peut faire la différence aussi. Voilà, il y a quand même des possibilités. Donc, ouais, tu nous l'as dit, milieu créateur ou éventuellement un attaquant. Et Voilà. que faire du cas de Dominique Furman, qui a eu soi-disant des propositions, enfin c'est pas soi-disant, c'est vrai, Ouais. de Après, part. à Parme. Hein. Est-ce qu'il faut le laisser partir avant Ouais, moi, je pense qu'il que, ne vaille plus rien? De toute façon, Alain Casanova le dit lui-même, il est trop léger pour la Ligue 1, il n'a pas le niveau, alors bon, il va pas le faire jouer. Je veux dire, alors pourquoi bloquer un joueur contre sa volonté et l'empêcher de jouer s'il a la possibilité d'aller s'aguerrir dans un championnat peut-être pas plus élevé, ou alors un cran quand même, si, quand même un peu au-dessus de la Ligue 1, mais au moins où il va peut-être dans une équipe où aussi, alors à la limite, où il va peut-être pouvoir se révéler et revenir en pleine forme et peut-être avec la possibilité à l'avenir d'apporter quelque chose de neuf. Donc moi, vu qu'il va être barré de toute façon et que visiblement le coach ne lui fait pas confiance, moi je serais d'accord pour que il soit prêté à Parme et qu'il revienne aguerri, affûté, et, avec une nouvelle ambition et des meilleures perspectives pour le TFC, oui. Ouais, c'est vrai. Et puis même si on peut le vendre sec, parce que j'ai peur moi que ce soit vraiment un flop, donc du coup, parce que là le problème c'est que si on le garde encore pendant 6 mois, 1 an, le problème c'est qu'il va pourrir sur le banc, il vaudra plus rien, il aura pas plus rien, et puis de toute façon le moindre contact qu'il aura en décembre, il partira même. Voilà, donc c'est ça le problème. Même si apparemment, d'après nos infos de la soirée des abonnés, il a dit à certains supporters qu'il souhaitait rester. Donc voilà, apparemment peut-être la commission de l'agent n'est pas assez importante pour qu'il parte ou qu'il aille en prêt. On termine cette deuxième partie. Est-ce que avec une double question, est-ce que jusqu'à présent, Toulouse a raté son mercato, et est-ce que si le TFC ne recrute pas d'ici la clôture lundi soir à minuit, est-ce que Toulouse peut être en danger cette saison? Denis, très très vite, tu as 1 minute 30. Globalement, je trouve que c'est un mercato dans la continuité de ce qu'on a fait les saisons dernières. Il y a du bon et du moins bon. Pour moi, le bon, je mettrais Dragos Grigoré. Je pense qu'il peut vraiment apporter une assise en défense assez complémentaire par rapport à Dusan Leskovac et Uros Pajic. Mateusz m'a bien séduit, que ce soit contre Lyon et la semaine avant contre Nice, même s'il a eu quelques errements défensifs. Je pense vraiment que sur le couloir, il peut vraiment s'adapter sur un 3-5-2. En tout cas, ça pourrait être une belle surprise venant de Palmeiras. Ouais. Et, même si on avait des doutes sur lui, donc j'avais quelques interrogations autour de son blaze, mais en tout cas, je souhaite vivement son retour parce que pour l'instant, c'était assez bon, on va dire. Point d'interrogation sur Tisserand Espano. Ouais. Spano, j'ai peur qu'il moisisse en CFA2. Voilà, on va faire un peu comme Ben Yedder et Regatin lors de leur arrivée, leur première saison. Même s'ils avaient signé pro, ils sont allés jouer en CFA2 tous les week-ends. Donc bon. Tu vois que François Moubangé est plus promu, on va dire, à défaut en défense centrale dès qu'il y a un des tauliers d'Europe de l'Est qui se blesse. Si on est un mec aussi, quoi, tu vois, le retour de Steve Yago, ça veut dire que Spano est deuxième, voire numéro 3 dans la hiérarchie des défenseurs centraux, quoi. Donc ça, oui, après c'est peut-être aussi parce qu'ils sont au club Moubangé et Yago depuis plus longtemps. Peut-être ça, peut-être qu'il a pas encore les automatismes et la discipline que certains peuvent avoir. Enfin, j'essaye de trouver une explication logique, comme tu disais, à quelque chose qui n'est pas forcément. Mais bon, peut-être ça peut expliquer. Mais non, mais quand je parle aussi de mercato raté, est-ce que ça peut être justement parce que on n'a pas pris la pleine mesure de certaines faiblesses comme ce milieu de terrain, voilà. Voilà, c'est ça. On aura un jugement aussi sur le mercato. Mardi prochain, quand tout sera terminé. Et pour moi, si on ne prend pas un milieu de terrain, on aura manqué quelque chose. Voilà, attention. D'accord.
d'accord. Je terminerai sur Pezic. Oui. J'ai des gros doutes. Voilà. Moi aussi. Ah mais moi j'ai plus que des doutes, franchement, quand je l'ai vu face à Bastia, là, il a 2 occasions, un tir mollasson du gauche qui va terminer sa course dans le short d'un Bastier qui est couché par terre, et puis derrière une frappe retournée qui est passée de l'autre côté, qui doit être encore sur le parking de Furiani. Puis bon, je le trouve pas. Je trouve que il a aussi beaucoup. Il me semble. Comment on pourrait dire ça de manière élégante? Il semble un peu pâteau, je trouve. Oui, c'est ça. C'est vrai oui, qu'il oui. est très lourd, il fait quand même 82 kilos, même s'il fait un 90, mais j'ai l'impression qu'il est pas à l'aise avec son corps. Ouais, qu'il a du mal, et avec le ballon, c'est pas mieux. Enfin, je le sens pas. C'est pas terrible, quoi. Voilà. Voilà. Et sur ce sujet, Christophe, est-ce que Toulouse justement peut être en danger si Toulouse ne recrute pas d'ici mardi soir, ou est-ce que, comme disait Denis, on verra aussi avec les résultats qui vont arriver, parce que enfin, Ouais, peut-être de la fiction, ouais. il y a un petit risque quand même, parce que je pense que ce serait dommage de rien faire encore, parce qu'il est encore possible de recruter jusqu'à lundi soir. Donc je pense qu'il vaut mieux parer à toute éventualité et s'assurer qu'au moins on n'ait pas de regrets plus tard, en se disant qu'on aurait peut-être dû recruter un peu plus, quoi, et pas attendre dès cet hiver pour redresser la barre s'il y a danger dans la maison TFC. Mais je suis assez d'accord pour Mathéus, c'est pour moi pour l'instant la meilleure recrue. Persic aussi. Et il va falloir voir alors avec, comme disait Denis, un milieu, ou comme je disais, un attaquant ou un milieu créatif aussi. Ouais. Donc voilà, on en saura plus mardi après la clôture du mercato. C'est clair, il aurait presque fallu un joueur par ligne, mais ça c'était nos requêtes déjà depuis, Voilà, comme tu depuis l'arrivée, ouais. comme tu disais à l'introduction, moi j'aurais préféré, plutôt que de se borner à la politique, de recruter dans l'Ouest parce que c'est pas cher, et puis bon, c'est une filière maintenant. Je préfère, moi, comme tu disais, le cas Saint-Etienne, recruter effectivement en Ligue 1 avec des joueurs aguerris et expérimentés. Ouais, ça, on en parlait en préparation Ouais. de l'émission, c'est vrai que Moi, je préfère cette formule. Ouais. un petit mot là-dessus, c'est vrai que Sadran nous a vanté les qualités mentales, soi-disant, des joueurs de l'Est, que n'auraient pas les joueurs hexagonaux. Ouais, non, c'est pas Saint-Etienne en est le contre-exemple Ah, ouais. parfait. Voilà, et puis même d'autres. Recevable, non. Voilà, et puis l'ensemble des formations de Ligue 1, voilà, on peut pas tenir ce discours, hormis le côté économique, mais ça on en reparlera, je pense, dans l'avant-match contre Caen, ça aura plaisir aussi là-dessus. On referme cette deuxième partie dans un instant, on va parler de l'actu du TFC cette semaine avec Wissam Ben Yedder, les abonnés, Casanova qui se met en scène sur la toile, et bien tout ça, ça arrive juste après un petit jingle sur Radio Montpellier, c'est RMP 99 de la bande FM toulousaine. Dans maintenant 29 petites minutes, le coup d'envoi de TFC Evian Tonon Gaillard à suivre sur notre antenne en direct intégral à partir de 20h. Restez avec nous, on revient juste après ça. Les matchs du TFC à domicile en direct du stadium et en intégralité avec Jack, c'est sur Radio Montpaïs, RMP 91 en partenariat avec France Télécom. Les matchs du TFC à domicile en direct du stadium et en intégralité avec Jack sur le net footfoot.over-blog.net et nulle part ailleurs. Les matchs du TFC à domicile en direct du stadium et en intégralité avec Jack, c'est sur Radio Montpaïs, RMP 91 et sur le net footfoot.over-blog.net et nulle part ailleurs. Les matchs du TFC à domicile en direct du stadium et en intégralité avec Jack, c'est sur Radio Montpaïs, RMP 91 en partenariat avec France Télécom. La suite de l'avant-match sur Radio Montpellier, RMP 95 de la bande FM toulousaine. Dans moins de 30 minutes, comme je le disais, le coup d'envoi de TFC Evian Tonon Gaillard. On va en parler dans quelques minutes de cet adversaire du soir. Les forces en présence également côté TFC avec de nombreux absents, puisque notamment Dido, Spajic, Veskovac ou encore Mathéus ne sont pas là. On fera le point dans une petite dizaine de minutes. Avant cela, l'actu du TFC cette semaine. Wissam Ben Yedder n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps. Est-ce que ce choix a été justifié selon vous, Christophe? Est-ce que si tu avais été Dédé, t'aurais pris au contraire, je vais prendre Alexandre Lacazette à la place de Wissam Ben Yedder? Est-ce que tu aurais fait ce choix-là, ou est-ce que tu aurais sélectionné notre avant-centre de poche?
Je dirais pourquoi pas pour le TEF, effectivement, côté Ben Yedder, puisque tout le monde s'accorde à dire que c'est le meilleur buteur de Ligue 1 depuis 2 saisons après Ibrahimovic. Bon, Ah ben les stats voilà. le montrent. Les stats le prouvent, tout le monde le dit. Je veux dire, on a posé la question à Ben Yedder, est-ce qu'il reste au TFC alors, vous partez ou pas? Enfin, tout le monde est à l'affût derrière lui. Je veux dire, bon, c'est la nouvelle vedette naissante, quoi, au niveau des attaquants en France. Et moi, je dirais, ouais, c'est dommage, parce que d'autant plus qu'Olivier Giroud ne sera pas là, je crois. Hein. Eh oui, ouais. Voilà, donc il aurait pu remplacer Olivier Giroud et à la place de Lacazette. Ouais. Bon, Lacazette a peut-être déjà été sélectionné aussi, c'est vrai. Il était dans le groupe des 30, c'est comme ça qu'il a justifié son choix des Ouais, je crois que c'est la seule manière, ou alors à part dire qu'il avait fait à pile ou face, parce que perso, on l'a vu Lacazette quand il est venu avec Lyon il y a 15 jours. Il est mauvais, Non. enfin voilà, tu peux pas. D'ailleurs, Lyon, ça est sans doute en train, le père Olas doit s'en bouffer les couilles en salade, comme on dit vulgairement, de ne pas avoir d'autres avancantes que Lacazette, parce que cette année, Lyon, la Coupe d'Europe, ils la regarderont à la télé. Voilà. C'est pour ça que c'est d'autant plus dommage de ne pas donner la chance à Ben Yedder qui a l'air, par contre, lui, d'être dans la continuité de la saison dernière, qui part pour planter à nouveau au moins une quinzaine de buts pour cette saison. Ouais. Donc c'était peut-être le moment de commencer une première sélection lors de matchs amicaux. De toute façon, ils vont jouer que des matchs amicaux jusqu'à l'Euro, mais c'était de toute façon, ça va venir un jour ou l'autre. S'il continue avec ses stacks, ça va venir un jour ou l'autre. Espérons, Denis. Ça va venir un jour ou l'autre. Ouais. Est-ce que d'après toi, c'est justifié, ou alors au vu du match la semaine dernière à Bastia, tu comprends tout à fait les choix du sélectionneur? Non, c'est un scandale. C'est un scandale parce que bon, tu plantes 15 buts dans un système qui était en 4-1-4-1, tu changes de système avec un attaquant, tu en marques 16. Donc ça veut dire que tu as, malgré un gabarit, on va dire, assez atypique, no style, je dirais, parce que bon, voilà, Wissam, c'est un 70, c'est 64, 65 kilos tout mouillé. C'est vrai que bon, ça va pas te chercher des têtes, et encore, il a déjà marqué de la tête. C'est-à-dire qu'au niveau du placement, il y a quand même quelque chose à exploiter. Avec deux systèmes de jeu différents, un attaquant de pointe et à deux, il en est à 31 buts depuis 2 ans. Et encore, tu comptes pas cette saison. Parce qu'il en a mis 2 déjà en 3 matchs. Il a un meilleur starting que Alexandre Lacazette. Pour citer que lui, bon, il est en concurrence avec l'attaquant de l'Olympique Lyonnais. Pour l'instant, Wissam est devant, clairement, quoi. Les stats sont ce qu'elles sont. En tout cas, elles pensent vers notre attaquant de poche. Maintenant, si j'argumente par rapport à la continuité des performances de Wissam dans 2 systèmes de jeu différents, c'est-à-dire que l'argument que doit avoir Didier Deschamps dans sa tête, c'est-à-dire de ne pas le prendre dans un 4-3-3 Made in France qui est le sien depuis un an, un peu plus, c'est le cas de sa fonction. Hein. On a toujours joué à ce système de jeu avec les 3 milieux de terrain que sont Blaise Matuidi, Yohan Cabaye et Paul Pogba. Après, ce sont 2 ailiers et un attaquant. Tu peux bien faire jouer Wissam Ben Yedder attaquant, vu que dans un système de jeu qui est certes un petit peu plus défensif, mais qui peut se ressembler en phase offensive à un 4-3-3, le 4-1-4-1, il a fonctionné déjà, tu vois. Ouais. Donc, puis c'est quelqu'un qui cadre, il s'est tapé des coups francs, c'est quand même un poison pour la défense, il disparaît mieux pour réapparaître et claquer des buts. Non, c'était vraiment un attaquant atypique. C'est vraiment moi je suis resté vraiment sur les fesses, quoi, comme on dit dans le jargon. Hein. Je comprends pas trop, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire plus, le pauvre, pour à la limite tu dis espèce de hatma, je prends la Tunisie, quoi, tu vois. Non, mais moi c'est ce qui m'inquiète. Au bout d'un moment, je me dis il va partir, on va le laisser. Alors autant certains qu'ils aient choisi le pays d'origine de leurs parents, tant mieux pour eux. Je pense à Riyad Boudbouz ou à d'autres joueurs comme ça de Ligue 1 qui auraient pas été spécialement performants avec l'équipe de France, ou qui de toute façon étaient prometteurs mais ne se sont jamais vraiment révélés. C'est pas dérangeant, mais quand tu vois certains joueurs comme Aurier qui, si on l'avait appelé un peu plus tôt, même comme ça, pour un match en bois, mais au moins le sélectionner, après il était bloqué, il pouvait plus prendre un autre pays. Pareil pour Ben Yedder, il faut le bloquer, il faut le verrouiller, Ben Yedder, il faut pas le laisser
à la merci du sélectionneur tunisien, parce qu'à force, bon, même si la Tunisie aussi, c'est ce qui doit sans doute le faire hésiter, c'est qu'il y a pas d'équipe, quoi. Elle est tellement inexistante, cette équipe, que à la limite, pourquoi... C'est une valeur sûre du foot africain maghrébin, et c'est plutôt non qualifié pour la dernière Coupe du Monde. Comme le Maroc. C'est vieillissant, voilà, pareil, oui, c'est vrai que c'est... Ou l'Algérie jusqu'à la Coupe du Monde, parce que franchement, l'Algérie, ils sont passés par les barrages aussi. Faut se rappeler de ça. S'ils n'avaient pas battu le Burkina Faso de l'immense Stiviago, ils seraient restés à la maison, ils n'auraient pas inquiété l'Allemagne en quart de finale. Huitième de finale. Ouais, encore c'était nous. Parfois la confusion. On passe donc Ben Yedder, on l'a dit, c'est vrai que bon, c'est dommage, mais Deschamps l'a expliqué, il a dit qu'il avait souhaité convoquer en gros les mêmes joueurs que ceux qui étaient au mondial et ceux qui avaient été les réservistes, mais que ça pourrait changer pour les matchs amicaux du mois d'octobre. Moi aussi j'espère qu'on lui donne le choix, déjà un pour verrouiller et deux parce qu'il le mérite, et que l'argument du gabarit, Griezmann a été sélectionné alors qu'il y a un petit gabarit, c'était notre discussion de l'autre fois, il est pas au même poste, mais il y a d'autres avancantes qui peuvent avoir un gabarit similaire. Je pense à un certain Léo Messi. Vous voyez ce que je veux dire. On poursuit avec, allez rapidement, la soirée des abonnés qui nous amène vers la politique du club envers ses supporters. Alors, elle était pas mal cette soirée des abonnés. J'ai eu plutôt de bons échos. Par contre, elle se serait terminée un petit peu tôt, c'est-à-dire qu'à 20h, les portes ont été fermées. Voilà, 18h30, 20h, 1h30 de fête, de dédicaces, de jeux et tout ça, et après, hop, on clôt. Et on ferme aussi un petit peu tôt la boutique, puisque je m'en suis plaint de nombreuses reprises, la boutique du club qui est rapidement fermée à la sortie des matchs. On peut pas trop acheter des objets et autres maillots aux couleurs du thème. Est-ce que le TFC doit étoffer sa politique envers les supporters? On se tourne vers notre abonné du soir qui est présent, c'est-à-dire Christophe. Est-ce que tu es un petit peu déçu parfois que les supporters, bon, ils sont pas maltraités, mais on pourrait peut-être faire un petit peu plus d'efforts envers eux? Christophe, est-ce que des fois tu dis ouais, c'est dommage, voilà que... Ouais, il faudrait déjà qu'il y ait plus de supporters que les Indians. Ouais, tu sais, on peut créer. Ouais, mais bon, disons que le stadion ne brille pas par son affluence et par son aura, on va dire. C'est pas un public à la Lensoise ou au Geoffroy Guichard ou en Marseillaise, mais bon, ils ont au moins agrandi la boutique. Après, il manque peut-être des choses pour le confort du stade avec un nouveau parking, des choses comme ça aussi. Oui, après, c'est l'état d'esprit de Sadran qui dit que c'est un club familial, donc on y vient en famille avec les enfants presque, quoi. Je veux dire, champêtre, quoi. C'est la sortie du week-end, mais il n'y a pas la culture de guerriers, de hordes de supporters, quoi, sans parler d'hooligans évidemment, mais on n'a pas l'image de coop à la Marseillaise ou comme à Saint-Étienne, Lens ou Lille même, ou même Bordeaux. Les rivaux de la Garonne ont un coop différent. Puis bon, alors c'est peut-être lié au fait qu'il n'y a pas l'histoire aussi qui avantage ça, et puis il y a la concurrence du Stade Toulousain. Bon, il y a différents facteurs, mais je pense qu'à partir du moment où il y aura un peu plus de résultats, les supporters naturellement vont venir, et donc forcément les choses seront faites pour les supporters. Mais tant que Sadran se borne à juste dire que le TFC c'est un club familial du Sud-Ouest avec un air de famille, bon, c'est le club tranquille, quoi. C'est plus consommateur finalement. Ouais, voilà. Que supporter. Est-ce que t'as eu un petit cadeau quand tu t'es réabonné? Ah non, absolument pas. Non, il n'y a pas de cadeau. Même pas de calendrier, pas de... Non, pas de calendrier, pas de poster, rien. C'est normal, il n'est pas encore fait. Ouais, donc même pas une photo d'Olivier Sadran, non. Non, même pas, non, absolument rien. Même pas de calendrier. Avant, je sais qu'on avait au moins un petit calendrier. On avait toute la saison sous les yeux très rapidement. Ah oui, là, non, il faut que je l'imprime, ou il faut que j'aille sur Internet pour voir. Ah ouais. Même pas un autocollant pour la voiture. Non, rien. Rien du tout. Ah, et franchement, voilà. Il faut faire quelque chose, le club, là. Denis, est-ce que tu penses toi aussi que c'est un petit peu, on va dire,
restreint que le club pourrait quand même faire quelques petits efforts. Moi, voilà, ce côté de fermer très rapidement, même on n'a pas parlé de la Bodega qui ferme aussi très vite après les matchs. À 22h30, apparemment, on clôt et on demande aux gens de partir. Enfin voilà, je trouve qu'on manque un petit peu de délicatesse et d'attention envers les supporters. Denis, est-ce que tu partages cet avis ou Il y a plusieurs choses. Faudrait voir déjà. C'est une question délicate. Faudrait voir ce que font déjà les autres clubs. Je suis pas sûr que à Paris, par exemple, même si on est sur d'autres sphères ou à Monaco, ce soit la même cam déjà. Oui, Niveau accessibilité, etc., etc. Peut-être même Saint-Etienne ou Bordeaux. Ouais. Bon, faudrait. Ouais, on peut justement créer quelque chose. On n'est pas obligé spécialement de s'aligner, tu vois, sur ce que font les autres clubs. On peut, comme disait Christophe, on nous vante et on nous taraude avec ça. C'est un club familial et tout. Pourquoi on fait pas juste pour ajouter, moi la Bodega, je trouve qu'elle est pas très fun, quoi. Je veux dire, c'est un endroit impersonnel. Il manque quoi, les drapeaux violets, les posters. Il manque les photos des joueurs, les tabourets aux couleurs. Je veux dire. Ça fait quoi? Ça fait petit bar américain, quoi. Dans ouais, le club stade, affaires. bon, un peu un clubhouse voilà, ou un club VIP, quoi. C'est pas très fun, quoi. C'est pas très populaire. C'est pas très chaleureux, ça fait pas trop. Oui, effectivement, oui, je rejoins Christophe sur ça. C'est un grand espace un peu impersonnel et c'est vrai qu'on a un peu tendance à. Rien après. Ben voilà, il y a les joueurs qui viennent, ils se prêtent au jeu des questions. Alors bon, ça c'est vrai qu'il y a quand même une proximité joueur public au sens large qui est quand même assez bonne, je trouve, dans la communication du TEF, comme en témoignent les tournées d'entraînement à Albi, à Rodez, à Luzenac, etc., etc. Donc ça quand même c'est un effort qui a été fait ces 3 dernières années. Après, au niveau packaging complet, une fois passé cette barrière et la soirée supporter avec un gros carton jaune pour moi, parce que quand tu veux, on est quand même une région de vin, tu mets autre chose que du Tarani quand même. C'est d'où le Tarani pour nos auditeurs? Ah ouais, non, mais c'est le vin le mauvais vin de Gaillac, si je dis pas de bêtises. Ah, mais c'est du vin de la région, hein, Denis. T'as l'impression de prendre du sirop de banane. C'est comme si tu étais fan de bière et qu'on te mettait de la Desperado. C'est autre chose. Tu voulais du vin du domaine de Candy à côté de... Oui. Ouais, mais c'est un partenariat, voilà, à mon avis, c'est pas autre chose. Ouais, c'est parce que c'est un partenariat, ouais, c'est évidemment, c'est le Gaillac, comme tu le disais, voilà. Non, mais... C'est le Comté Tolosan. Exact. Voilà. Non, mais après, plus sérieusement, c'est vrai qu'après, c'est assez limité. Je comprends pas pourquoi on ferme la boutique juste après le match. Tu gagnes 2-0 avec un doublé de Ben Yedder, des maillots floqués, mais t'en fais 40, quoi. Bah, voilà. tu rates des ventes. Moi, j'avais pas pu acheter mon agenda l'autre jour avant le match. On était un petit peu à la bourre. Et derrière, je me suis dit, tiens, je vais y aller après le match. Et puis après le match, c'était fermé. Donc du coup, voilà, pas d'agenda. 7,90€ qu'ils ont raté. Tu multiplies ça par 50 si les gens n'achètent que ça. Et voilà, tu peux acheter Clément Chantôme, quoi, pour de bon, quoi, tu vois. Ben ouais, non, mais ça aide aussi. Voilà, il faut faire un petit peu de business. Pareil, la Bodega, bon, qui reste pas ouverte jusqu'à 3h du mat. Ok, mais au moins la prolonger, pourquoi pas jusqu'à 23h. Quitte à mettre un écran géant et passer jour de foot pour que les supporters le vivent ensemble jusqu'à minuit. Voilà, tu vois, une idée toute simple. Ça serait pas mal. Et comme vous disiez, de la décorer un peu aux couleurs du TEF, que t'aies pas l'impression d'être dans n'importe quel espace d'un salon, d'un palais des congrès. Voilà, c'est un petit peu dommage. On lance quelques pistes si les commerciaux du TEF et ceux qui s'en occupent nous écoutent, qui n'hésitent pas à un petit peu se manifester, à essayer de faire un petit peu ça pour les supporters. On termine cette troisième partie très rapidement, puisqu'on est légèrement à la bourre sur notre planning, sur ce qui fait le buzz sur Internet, qu'on verra au CFC. Au moins, on est sûr qu'il y ait 30 secondes sur le TFC cette semaine, hormis le résumé de TFC Viantono Gaillard. Le Ice Bucket Challenge d'Alain Casanova qui s'est fait renverser un container poubelle de flotte sur la tête. Est-ce que vous trouvez ça ridicule ou est-ce que vous trouvez justement que c'est un petit peu c'était pour la déconne, sachant que Toulouse avait raté l'an dernier je ne sais plus comment ça s'appelait tellement ça a été éphémère, le truc où on dansait voilà, le Harlem Shake, il avait pas voulu le faire, il trouvait ça ridicule. Casanova, cette année, ils ont pris les devants en le faisant. Est-ce que c'est ridicule ou est-ce que c'est bon état d'esprit? Denis, comment tu trouves ça, toi?
Oui, c'est rigolo. Voilà. Après, bon, en resituant la chose, c'est pour une association américaine, je crois, qui est un organisme comme une sorte de Téléthon US, si je dis pas de bêtises. Ouais, qui lutte contre la maladie des charcots. Et exactement, oui, bon, terrible maladie. Ça a été pris par les stars NBA. Ensuite, ça fait le buzz aux USA. Ça a traversé l'Europe. Bon, déjà, on dénature un petit peu François Hollande l'a fait aussi dans la semaine. Hein. Comment? François Hollande l'a fait aussi dans la semaine, mardi, sur l'île de Saint. Ouais. En tout cas, il avait les mêmes conséquences. Je crois On que avait les mêmes conséquences. Non, c'est assez fun, voilà. Bon, Moussa Sissoko l'a fait par la suite parce que Casanova l'a nominé. Oui, voilà. Bon, c'est bien des fois un petit peu de dérider un petit peu. On fustige un petit peu notre entraîneur, coach Casa, d'être un petit peu non pas militaire, mais étant pas trop communicant, on va dire. C'est pas ce qu'on demande à un entraîneur de foot, mais c'est vrai que des fois d'avoir un petit peu de répondant, une personnalité un petit peu plus pas chatoyante, mais colorée, voilà. Ouais, voilà, c'est bien, ça a eu quand même. Moi, ça m'a bien fait marrer de voir ça, donc oui, un bon petit point. C'est rigolo de participer à des jeux comme ça et de dérider un petit peu l'atmosphère. Heureusement d'ailleurs que la poubelle n'a pas glissé parce que sinon, à un moment, j'ai cru qu'il allait la recevoir directement au niveau des cervicales. J'ai eu peur pour lui, mais c'est quand même la poubelle, chapeau, hein, quand même. Ouais. Et il y a d'ailleurs des internautes qui se demandaient si au fond de la poubelle il n'y avait pas Dominique Furman. Donc il aurait peut-être reçu sur les épaules. Non, voilà, ouais, au moins il s'est amusé. C'est vrai que bon, enfin, comme tu disais à la base, c'est pour une association, enfin une action humanitaire. Là, c'est un petit peu passé à la trappe. C'est plus pour le fun. Moi, je regrette juste un truc, c'est qu'il n'est pas nominé Olivier Sadran parce que ça aurait été mon kiff, tu vois. Voir Olivier Sadran qui se reçoit ce seau d'eau glacée sur la tête. Là, franchement, bon, je pense que tous ceux qui auraient fait ça l'auraient viré, mais il les aurait viré, mais franchement, là pour le coup, ça aurait été très très drôle. D'un mot, Christophe, ridicule ou fun d'après toi? Non, fun. Ouais, ça t'a fait rire? Ouais. Moi, je me le passe en boucle, très honnêtement. Presque il a l'air de dire, presque il a l'air de dire, fait bon, toi, pas titulaire au prochain match. Voilà, bah ça tombe bien, il y avait Amada, je pense qu'il s'attendait pas à ça. Donc, et c'est très amusant parce qu'on voit aussi, malgré tout, alors on analysera la vidéo la prochaine fois pour les off de vidéo, mais c'est très amusant parce que vous remarquez qu'il y a Ali Amada, donc c'est qu'il est aussi très très bien dans ce groupe et que voilà, il y a aussi juste à travers les images, on voit les joueurs qui sont un peu plus impliqués, qui aiment, voilà, qui sont bon état d'esprit. C'est très très intéressant de voir ça si vous avez le temps quand vous regardez cette vidéo de voir un petit peu l'arrière-plan, voir les joueurs, les commentaires et tout. C'est très très significatif et très révélateur à suivre aussi. On en reparlera les dernières parties qui va être extrêmement courte mes amis puisqu'on va parler juste après le jingle tout simplement de l'adversaire du soir, des clés du match et du prono. Ça arrive juste après ça. Les matchs du TFC à domicile en direct du stadium et en intégralité avec Jack, c'est sur Radio Montpaïs, RMP 91 en partenariat avec France Télécom. Les matchs du TFC à domicile en direct du stadium et en intégralité avec Jack sur le net foodefoot.over-blog.net et nulle part ailleurs. Les matchs du TFC à domicile en direct du stadium et en intégralité avec Jack, c'est sur Radio Montpaïs, RMP 91 et sur le net foodefoot.over-blog.net et nulle part ailleurs. Les matchs du TFC à domicile en direct du stadium et en intégralité avec Jack, c'est sur Radio Montpaïs, RMP 91 en partenariat avec France Télécom. C'est la dernière partie de l'avant-match sur Radio Montpaïs RMP 95 de la bande FM toulousaine. Dernière partie très courte puisque dans moins de 9 minutes 8 pour être précis, le TFC et Evian Thonon-Gaillard s'affronteront pour cette 4e journée de Ligue 1, match que nous suivrons en direct intégral sur notre antenne. Alors on va faire très très rapidement le point sur l'adversaire du soir, c'est Evian Thonon-Gaillard, les Évianais qui sont lanterne rouge du championnat après toutes 3 journées, 20e 1 point, un différentiel de moins 7 contre un TFC 14e 3 points et moins 1 au goal average. Il n'y a pas eu beaucoup de confrontations entre les deux clubs, juste sur les 3 dernières saisons. Une seule victoire toulousaine, c'était 10 décembre 2011, 2-1, et ensuite eh bien 2 matchs nuls, un vraiment nul le 2 mars 2013, 0-0, je me rappelle de Nice, c'était extrêmement poussif et pénible, et puis juste derrière, un an plus tard, le 22 mars,
dernier contre pour le championnat 2013-2014 1-1, alors que Toulouse menait les débats. Il y avait une égalisation quasiment dans les arrêts de jeu de la part de Karken Sikoulou après l'ouverture du score de Wissam Ben Yedder. Les Évianais qui s'étaient accrochés puisqu'ils avaient été en position de relégable durant une grosse demi-heure, puisque dans le même temps Valenciennes était en train de gagner face à Ajaccio, si je me rappelle bien, avant le retournement de situation, et ils y avaient toujours cru, les Évianais, et puis ils avaient égalisé. D'ailleurs, grâce à un superbe centre raté de Silla dans la surface adverse, récupération de Nsikulu qui passe en revue tout le monde, la défense, le gardien, et qui marque. Je me rappelle, on était sortis de là, on était assez dépités, même nos Royal et autres Big Mac n'avaient pas réussi à nous redonner le sourire en ce 22 mars dernier. Globalement, quelles seront les clés de cette rencontre, Christophe? Qu'est-ce qu'il faut faire ce soir pour l'emporter face à Evian, qui, même s'ils sont derniers, la semaine dernière face à Paris, ils ont fait 0-0 à domicile, ils ont montré, notamment en fin de match, des phases intéressantes. Qu'est-ce qu'il faut faire ce soir pour que Toulouse l'emporte, d'après toi? Maîtriser Vas, déjà, la star de cette équipe. Ouais. Moi, je pense que c'est le pire danger, déjà. Et puis je pense que le jeu repose un petit peu sur lui. Vous savez il y a un peu la vase dépendance aussi à Evian, comme c'est le cas pour Paris avec Ibrahimovic. Donc je pense que une clé du match, ce sera de bien le maîtriser, et puis s'imposer comme on fait à chaque fois, je pense, devant chaque adversaire, s'imposer sur le terrain en étant maître, avec un bon pressing, une bonne récupération de balle, et puis conservation du ballon, mais pas stérile, une conservation du ballon qui apporte des actions finales et pouvoir scorer. Mais je pense que la clé du match par rapport à ce qu'on a dit aussi, ce sera l'état d'esprit qu'il faudra absolument trouver, l'esprit du guerrier, de vainqueur, qu'on n'a pas vu à l'extérieur, mais là cette fois-ci qu'il faudra avoir, comme justement on a vu à Lyon, donc le conserver, donc cet état d'esprit de vainqueur, de guerrier, et surtout s'appliquer et pas tomber dans le panneau de sous-estimer cette équipe d'Evian qui va peut-être réagir, justement, va chercher de toute façon réagir, parce qu'évidemment tout le monde est conscient, le coach le premier, que Evian est en situation très périlleuse et va pas se gêner pour évidemment tenter de faire un coup à Toulouse, puisque Toulouse n'est pas pour autant une équipe comme Saint-Etienne, Bordeaux, ou Marseille, ou Paris ou Monaco, pour ne citer que. Donc c'est sûr que ils vont pas dénigrer le TEF, mais je pense qu'ils viennent aussi pour se relancer. Donc il faut pas les sous-estimer, et avec un état d'esprit de guerrier et comme j'ai dit, une âme de conquérant, avec une bonne conservation de balles et une fluidité dans le jeu et une bonne maîtrise de Daniel Vass, on pourra obtenir quelque chose. Ouais, et puis surtout avec leur 4-5-1 qui déploie à l'extérieur. La semaine dernière à domicile, c'était différent, on était sur du 4-4-2. Là, à l'extérieur, ils vont plutôt évoluer en 4-5-1. Là, ça risque d'être beaucoup plus délicat avec le joueur dont tu parlais, Daniel Vass, en soutien de l'attaquant, qui pourrait être Gianni Bruno éventuellement, ou Nielsen, à voir la titularisation de Pascal Duprat d'ici quelques minutes. On termine avec toi, Christophe, ton pronostic pour cette rencontre. Moi c'est simple, disons qu'à 1-0, mon avis en Ligue 1 c'est un peu juste, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'être rattrapé, et puis justement contre Evian on en a eu la cruelle démonstration la saison dernière. Donc pour moi le score le plus sûr c'est 2-0. Ouais. Et après, à partir de ce moment-là, alors s'il y a un troisième, c'est encore mieux, le match est plié. Donc je pense que 2-0 c'est le meilleur des résultats, et je pense que on va peut-être pouvoir y arriver. Moi je souhaite, et je vois plutôt un 2-0. Ouais. Ok, écoute, on enregistre ce pronostic. Denis, sur les clés du match, t'as autre chose à rajouter, ou on peut passer direct à ton prono? Non, je suis d'accord avec Christophe. Daniel Vass est le facteur clé de l'équipe. Il sera à maîtriser. Ce sera sans doute J.D. Akparakpro qui se le coltinera sur son couloir droit, couloir gauche pour Vass. Pas sûr qu'il soit là, parce qu'il est incertain. Il sera peut-être pas aligné. Ouais. Et puis, je pense que si on fait un gros pressing sur le milieu de terrain, je pense à un régulateur comme Olivier Sorlin. Si on arrive un petit peu à lui couper le ballon. Ouais, la paire Sorlin-Koné est pas mal, effectivement.
Oui, effectivement, ils ont fait un bon match, comme tu le dis, Christophe, contre Paris, justement, même si c'était pas non plus un grand match. Ils ont bien empêché de tourner en rond Matuidi, Verratti, Cabaye, rien que ça. Donc, si on arrive à étouffer un petit peu cette charnière, ça risque un petit peu d'avoir un déséquilibre entre une ligne qui joue très bas, Mensah, Angoula, globalement, et Nsikulu et Vaz qui sont plus offensifs, on va dire, par nature, même si on va jouer sans doute en 4-5-1. Donc, si le milieu de terrain près du rond central est coupé, je vois mal l'un ou l'autre faire des efforts défensifs, si tu vois ce que je veux dire. Donc, ça risque d'être une équipe qui aura du mal à s'adapter au moment que son milieu axial est coupé. Il y a moins de solutions de rechange ou de coalition tactique qu'a le TFC par rapport à Evian. Je l'analyse comme ça. Après, je ne suis pas dans le cerveau de Pascal Duprat. Mais pourtant, parfois, ils sont nombreux. Ton pronostic à l'intérieur. Pronostic, Denis, pour cette rencontre, ce TFC Evian Tonon Gaillard, vers lequel on va se tourner dans moins de 3 minutes. Je pense qu'on va gagner 3-1. Bah écoute, t'es très optimiste. Je pense, oui. Notre coup de pied aux fesses reçu à Bastia va nous faire du bien, je pense. Et autant on aurait gagné à Bastia que là, j'aurais presque parié sur une victoire d'Evian. Mais là, il faut des points à domicile. Un mois de septembre qui s'annonce très très costaud. Même si on a pas mal d'absences, ce n'est qu'Evian en face. Ouais. On les respecte, ok, attention, match piège, etc., etc. Mais quand même, bon, t'as une équipe qui en a pris 9, qui en a pris 3 au premier match. Bon, ils font 0-0 contre Paris, réduit à 10. Ils ont fait un match au forceps, mais qui a sans doute laissé pas mal de traces. Sera-t-il là, sera-t-il pas là? C'est quasiment du 50-50. Il y a quand même la place. Bah écoute, le prono est enregistré. Moi, je suis beaucoup moins optimiste. Je pense qu'on va assister à un match nul, voire pire, mais je partirai sur un petit 1-1 comme la saison dernière pour éviter un triste 0-0. Mais vu les nombreuses absences côté toulousain, voilà, Mathéus, on rappelle, Spahic, Dido, qui sont pas là, Akpa aussi incertain, Veskovac aussi, il devait faire un essai ce matin, on verra d'ici quelques instants s'il est titulaire. Je suis pas très très optimiste, je vous avouerai, mais qui sait, la vérité du terrain après peut-être tout autre que celle du papier et du foot fiction. C'est là-dessus que se referme cet avant-match. Merci beaucoup mon cher Denis, bon match à toi. Bon match Kiki, bon match à tous, et allez le TEF. Allez le TEF et Forza. Merci également à toi Kiki, Forza Kiki. Bye bye, Forza. Excellent match à vous deux, et vous restez avec nous bien sûr, puisque juste après le jingle on se retrouve pour le direct. Il commence dans 2 petites minutes ce match de la 4e journée entre le TFC et Evian Tonon Gaillard à suivre en direct intégral sur notre antenne. Vous voulez connaître la compo du TFC, les forces en présence, les dernières news des deux clubs, et bien c'est juste après ça que je retrouve en direct du stadium, bien sûr sur notre blog footdefoot.over-blog.net. Également, excellente soirée foot à toutes et à tous, on est ensemble jusqu'à 22h15. Les matchs du TFC à domicile en direct du stadium et en intégralité avec Jack, c'est sur Radio Montpaïs, RMP 91 en partenariat avec France Télécom. Les matchs du TFC à domicile en direct du stadium et en intégralité avec Jack sur le net footdefoot.over-blog.net et nulle part ailleurs. Les matchs du TFC à domicile en direct du stadium et en intégralité avec Jack, c'est sur Radio Montpaïs, RMP 91 et sur le net footdefoot.over-blog.net et nulle part ailleurs. Les matchs du TFC à domicile en direct du stadium et en intégralité avec Jack, c'est sur Radio Montpaïs, RMP 91 en partenariat avec France Télécom.